remercie aussi Edouard d'avoir fait une introduction sur le marché de la Connected TV. Effectivement, on voit que c'est un marché qui explose. C'est un marché qui est plus mature, on va dire, aux US, qui est en train de se développer en Europe. Et on voit, comme on a pu voir dans la présentation précédente, que les usages sont là. Aujourd'hui, on a un marché qui est en croissance, un marché de la vidéo qui est en croissance. Je crois que Magna prévoit une croissance de 7% pour l'année prochaine. Les usages, on le voit hein, tous au quotidien. Par exemple, la Fast TV, on a 530 chaînes de Fast TV qui sont disponibles, dans la moitié en français. Donc là aussi, c'est une opportunité énorme pour la publicité. On voit que les usages, je vous rappelle que Netflix n'a que 10 ans, 2013, donc c'est 10 ans, je ne sais pas si vous avez des enfants de cet âge-là, mais ils sont encore en construction, donc ils ne sont pas encore adolescents. Et on arrive au niveau du streaming, on est passé d'une offre payante à une offre qui est hybride, à une offre qui va devenir financée par la publicité. Donc plein d'opportunités, mais ces opportunités, pour qu'elles se débloquent, il y avait un petit truc à faire au niveau du protocole d'échange entre les différents acteurs, et c'est pour ça que je vais vous parler de l'OpenRTB. Alors, l'OpenRTB, c'est quoi? Vous allez voir, c'est assez drôle, hein. C'est comme le col roulé. Non, on va revenir un peu en arrière. Quand on a lancé le programmatique, il y avait un défi, il y avait une défiance de confiance entre les différents acteurs de la chaîne, les propriétaires de médias, les acheteurs, les ad exchanges, les intermédiaires. Et pour débloquer et pour apporter de la transparence, on a créé un langage commun pour pouvoir échanger de la donnée entre tous ces acteurs. Alors, le premier OpenRTB, je crois que c'est 2011. Julien, dis-moi, je sais pas, bon, 2011. Et il était destiné au web. On a travaillé ces 2 dernières années avec le Tech Lab pour définir un nouveau protocole d'échange qui intègre les particularités de la télé et de la Connected TV. Alors, c'est quoi? Il y a plein de fonctionnalités, mais il y en a 4 majeures qui se distinguent. Il y a la prise en charge de l'adpodding, l'adoption de nouvelles taxonomies qui sont plus adaptées au marché qui est aujourd'hui en face de nous, des signalisations plus riches pour la vidéo, parce que la vidéo a besoin de signaux différents, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Marc Vidal de TF1, et des bits de réponse plus utiles. Alors, c'est quoi l'adpodding? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'adpodding ici? Ouais, deux. Eh bien, en fait, l'adpodding, c'est ce qu'on appelle la coupure publicitaire. C'est ce que vous avez à la télévision. C'est une séquence où vous avez plusieurs publicités les unes après les autres. Et ça, avec l'ancien protocole, on n'était pas capable de le gérer. C'est pour ça que vous avez une expérience utilisateur qui est assez mauvaise. Vous pouvez avoir tout le temps la même publicité qui s'affiche encore et encore et encore. Et grâce au protocole 2.6, OpenRTB 2.6, on va pouvoir justement gérer la duplication d'annonceurs. On va pouvoir gérer la problématique de concurrence entre annonceurs. On va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Pourquoi la publicité sur la CTV en programmatique, ce n'est pas plus développé que ça? C'est parce qu'on avait cette défiance et l'expérience consommateur n'était pas assez bonne. Alors, il y a 3 types d'adpods. Il y a les structurés, les dynamiques et les hybrides. Alors, le structuré, c'est quoi? En fait, le vendeur, il va définir un temps de coupure publicitaire et dans lequel il va mettre alors pour les structurés, des séquences de publicité qui sont fixes. On va dire, voilà, je vais mettre des séquences de 30 secondes. Et l'annonceur va pouvoir bider sur ces séquences qui sont fixes. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la dynamique. On va dire, voilà, ma coupure publicitaire, elle va être de 90 secondes, vient qui veut, et vient qui veut avec la durée qu'il veut, mais ça ne doit pas excéder ces 90 secondes. Et je peux en avoir plusieurs. Mais c'est dynamique. C'est aujourd'hui ce qu'on voit le plus sur le marché. Et le dernier, c'est l'hybride. Imaginons, on est en fin de programme, on a un RPM sur le contenu qu'on avait qui est assez bon. On va se dire, au début, je vais mettre une pub structurée de 15 secondes. Et après, en fonction de l'offre et la demande, je vais avoir une pub dynamique. Donc c'est ce qu'on appelle l'hybride. Ça permet en fait d'adapter l'offre en fonction de la demande. Ça, ce sont des signaux qu'on envoie maintenant dans l'OpenRTB 2.6 et ça permet à l'annonceur de pouvoir choisir les séquences de format publicitaire au sein des différents pods et en fonction de l'offre et la demande. Vous connaissez la télé, traditionnellement, le coût d'un spot publicitaire, on a parlé de floor, de CPM, etc. En fait, il est en fonction de l'engagement du téléspectateur par rapport au programme. Une coupure publicitaire qui est juste après l'hymne d'un match de rugby vaut beaucoup plus cher qu'une coupure publicitaire qui est à la fin d'un programme. Pareil, au sein d'une séquence d'un adpod,
la première coupure publicitaire vaut plus cher que celle du milieu. Eh bien, on a intégré exactement ces mêmes notions de prix au sein des AdPods. Et maintenant, grâce à la data qui est envoyée dans les bid requests, l'annonceur pourra choisir son placement en début de programme, au milieu de l'AdPod, en fonction du prix, de l'engagement des internautes. On a parlé de floor, et pour la première fois, on introduit une notion de floor dynamique qui n'était jamais apparue aujourd'hui dans le protocole OpenRTB, et une notion de floor à la seconde. Il n'y a aucune raison qu'un programme de 30 secondes vaille le même prix qu'un programme de 60 secondes. L'engagement n'est pas du tout le même, surtout si on a une viewabilité qui est proche de 100%. Eh bien, on a introduit cette notion de floor dynamique, de CPM à la seconde. Alors, dans l'exemple qu'on a mis, c'est 50 centimes à la seconde, et on voit que ça varie en fonction de la durée de la publicité. Je prends un peu d'eau parce qu'il fait très chaud. J'ai pas mis de t-shirt en dessous, donc j'enlève pas mon pull. Non, c'est pas vrai. La deuxième fonctionnalité qui est très intéressante, c'est l'adoption de nouvelles taxonomies. Au début du web, on a mis en place une taxonomie qui était essentiellement liée à la web banner, donc il y avait très peu de profondeur. Et c'était la même taxonomie pour tout le monde. C'est une taxonomie qui est basée sur du contenu. Je veux décrire une page d'un contenu, j'utilise cette taxonomie. Je veux parler d'une séquence dans son contenu, j'utilise la même taxonomie. Je veux bloquer des créations publicitaires, j'utilise ces mêmes taxonomies. On n'avait pas la profondeur nécessaire demandée par le marché qui a évolué en 10 ans. Et on a introduit une nouvelle taxonomie. On a maintenant, quand je veux parler d'audience et d'écrire de la donnée first party, je vais utiliser une taxonomie d'audience qui est propre à l'audience. Je veux bloquer des publicités, j'utilise une taxonomie qui est propre à la publicité. Et pareil pour le contenu, je veux parler d'une page, d'une télé, etc. Et bien, je vais utiliser la taxonomie du contenu. Et plus que ça, on va pouvoir aussi adapter et utiliser des taxonomies qui seront propres à un annonceur et un vendeur. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez un annonceur et un vendeur qui déterminent une taxonomie qui leur est propre. Dans le retail média, par exemple, on va pouvoir l'adapter, on va pouvoir l'insérer dans les bid requests. L'assignation plus riche pour la vidéo. Alors là, on a deux domaines qui sont impactés par ça. On va pouvoir indiquer le canal. Tes souhaits. On va pouvoir indiquer le réseau, le canal du contenu. Et on va pouvoir aussi optimiser ce qu'on appelle l'utilisation des SSAI. Tout à l'heure, Edouard a parlé des différentes façons de diffuser le contenu. Il faut apporter, le meilleur exemple, c'est de la traçabilité, en fait. La traçabilité entre la distribution du produit et la source du produit. En fait, c'est ça. On va pouvoir donner de la traçabilité au produit. La deuxième partie, c'est les SSAI. En fait, les SSAI ont été développés pour distribuer de la publicité. Et maintenant, ils sont utilisés, tu me diras, Jean-Marc, tout à l'heure, pour diffuser aussi du contenu CTV. Pourquoi ? Parce que grâce à cette solution, on a une meilleure expérience utilisateur. Il n'y a pas de coupure entre le contenu et la publicité. Donc, c'est beaucoup plus, l'expérience utilisateur est meilleure. En revanche, il y a une multitude de SSAI et ils n'ont pas la même façon de mesurer et de facturer ce contenu. Grâce à l'OpenRTB 2.6, on va pouvoir enrichir le signal et le SSAI va pouvoir donner l'information du média au vendeur pour lui assurer que sa publicité a bien été diffusée et notifiée. Ça paraît bête comme ça, mais il y avait 20% de fraude dans la diffusion de la publicité en CTV et c'est une énorme avancée qui a été faite grâce à ça. Et j'ai oublié de cliquer, voilà. Super schéma. Et des bid réponses plus utiles. En fait, les Ads Exchange, donc les SSP comme nous, et les propriétaires de médias sont obligés de scroller le contenu de champs de balises publicitaires. Merci beaucoup. C'est un peu technique, mais on était obligé de regarder ce contenu pour voir si la créative qui était renvoyée par l'acheteur était bien, pour savoir quel type de créative dont on parlait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en multiformat. Quand on a créé le protocole OpenRTB 2.5, c'était majoritairement de la bannière. Maintenant, il y a du natif, de la vidéo, etc. C'est très difficile. Donc, il y a beaucoup de bids qui sont oubliés, beaucoup de bids d'erreurs. On a intégré deux nouveaux champs. Un champ pour la durée et un champ pour le format publicitaire dans la bid réponse. Donc, beaucoup plus de transparence et de
Simplicité. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Maintenant, on va parler avec Jean-Marc. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Index. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de contenu sur ça. C'est stratégique, en fait. Pourquoi la CTV ne s'est pas développée aussi bien qu'on voulait au niveau du programmatique et de la publicité programmatique? C'est parce qu'on ne savait pas parler, on ne savait pas envoyer les signaux. On a tout ça. On voit qu'aux États-Unis, maintenant, le protocole RTB 2.6 est utilisé majoritairement et ça explose. La CTV sera aussi programmatique. La CTV ne sera pas que sur des deals. La CTV sera aussi en open. C'est une problématique d'échange et de confiance entre les acheteurs et les vendeurs. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Marc. Augustin, installe-toi à côté de lui, peut-être pour passer à la session Q&A. Et je vais faire réapparaître le slide. On vous voit tous les deux. Merci Jérôme. Jean-Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter et ce que tu fais chez TF1 ? Bonjour à tous. Je pense que ça fonctionne. Donc je m'appelle Jean-Marc Vidal, ça fait 2 ans et demi que je suis chez TF1 et je m'occupe des partenariats Data Tech au sein de ce publisher. Très rapidement, il y a 3 missions dans cette cellule. La première, c'est évidemment nouer des vrais partenariats avec nos partenaires. C'est important, mais quand on travaille... Certains d'entre vous sont là, mais quand on travaille avec des ad serveurs, c'est important de leur parler tous les jours pour optimiser tout ça. Dans l'optimisation, il y a aussi proposer de nouvelles solutions et donc évidemment identifier avec eux le futur de ce que va être la publicité vidéo et aussi le futur de ce que nous, on conçoit en tant que publisher vidéo et aussi la partie stratégie programmatique que j'endosse également. Alors, quand on a préparé cet échange, on a parlé de la place de la publicité vidéo chez TF1, donc j'imagine que c'est énorme. Mais peut-être que tu peux nous rappeler la part de la vidéo dans le programmatique et du programmatique dans la vidéo. Et ça peut être assez intéressant d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Oui, très bien. Moi, je vous passe le linéaire qui, bien évidemment, représente presque 2 milliards d'euros à l'année. Moi, je vais plus me focuser sur le digital, évidemment. Juste pour vous rappeler, TF1, il y a 3 types de formats, on va dire 3 types de publishers. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va simplifier comme ça. Il y a évidemment l'audio digital, on travaille avec les indés radios sur ce sujet-là. Et bien évidemment les podcasts de TF1 Info. On a le display avec TF1 Info et la vidéo avec MyTF1, enfin plutôt TF1+, comme vous le savez, qui va arriver début janvier, et TF1 Info. Donc en fait, dans ces 3 familles, bien évidemment, il y a 99% du chiffre d'affaires qu'on réalise qui est sur la vidéo. Alors, ce qui est intéressant, c'est il y a quelques années, Sylvia m'avait un peu challengé sur la part du programmatique qu'on devait atteindre pour un publisher comme TF1, qui était peut-être un peu en deçà de ce qu'on pouvait voir sur le marché. Très rapidement, on a atteint les 40% du chiffre d'affaires qui sont réalisés en programmatique, et tout ça, c'est grâce bien évidemment aussi à toute la chaîne programmatique qu'on peut retrouver aujourd'hui, les SSP, ad serveurs, les DSP. On s'est tous mis main dans la main pour pouvoir atteindre ces chiffres. Alors justement, tu parles des partenaires technologiques. On sait que vous avez été assez précurseur avec certains SSP vidéo. Quelle relation vous avez justement avec ces partenaires ad tech au quotidien ? J'espère bonne. Déjà dans un premier temps. Non, mais je le disais un peu en intro, vous l'avez compris par rapport... Par rapport au poste, enfin par rapport au pôle que je représente, si on travaille main dans la main avec eux, mais on va travailler aussi bien, évidemment, dans toute logique, avec nos ad serveurs et SSP en première ligne, mais on va aussi surtout prendre du temps, et c'est important, de travailler avec toute la chaîne de valeur programmatique, donc les DSP, les mesureurs, la brand safety, tous ces partenaires qui en fait sont une des réponses, enfin qui sont la réponse pour nos clients, et on s'attache beaucoup à ça. Et en plus de ça, il en va de notre responsabilité en fait de vraiment lier tout ce beau monde autour d'une table pour qu'on puisse en fait avancer tous ensemble et stratégiquement et aussi pour l'internaute. Enfin, plutôt pour nos clients, on va dire, finaux, délivrer ce qu'il y a de mieux en termes de publicité et d'expérience. Alors, on voit que c'est un marché dans lequel il faut avoir des standards industrialisés. Il faut que les différents tech parlent ensemble, donc d'où cette nécessité de faire évoluer le protocole OpenRTB 2.6. TF1, vous en êtes où par rapport à ce nouveau protocole ?
Alors, tu as déjà teasé beaucoup de choses juste avant. Non, mais pour faire un point très rapidement, j'espère que vous l'avez compris, mais TF1, on est vraiment deux piliers. Il y a le niveau d'innovation qui nous est demandé en interne et aussi en externe. C'est normal, on ne peut pas délivrer de la publicité vidéo mal. Enfin, je ne sais pas quel autre mot trouver. C'est important d'avoir un flux qui est propre, net, sans coupure. L'UX est hyper importante, donc elle est challengée bien évidemment par nos consommateurs finaux, mais aussi en interne par le publisher lui-même qui veut des coupures nettes et précises. Il y a ce côté innovation que je disais, bien évidemment, et il y a aussi ce côté excellence qu'on recherche, qui est très important. Donc pour en revenir sur l'OpenRTB 2.6, c'est aussi une des mesures que pousse l'IAB. On a aussi l'Open Measurement sur lequel on avance, mais également sur tout ce qui est VAST 4.1, mais ça ne va pas être le sujet aujourd'hui. Sur le 2.6, il y a bien évidemment plusieurs features qui sont hyper importantes, et tu en as déjà... Enfin, pour moi, tu as évoqué les principales parce qu'il y en a d'autres plus petites. Nous, il y en a 3. Il y a bien évidemment la partie SSAI dont tu parlais. C'est important d'avoir une coupure propre. Nous, on travaille avec... on a un modèle SSAI en interne et un partenaire externe aussi. Donc, c'est important dans la request, justement, d'aller spécifier au DSP qu'on est sur une coupure SSAI, de pouvoir bien mesurer, comme tu disais, les impressions et de bien tout suivre. C'est très important. Donc, ça, on va s'appuyer là-dessus. L'adpodding, je le mettrai à part parce que c'est quelque chose qu'on travaille déjà très bien avec notre serveur actuel qui est FreeWheel. On le gère des 3 façons que tu le présentais, donc en fonction des événements sportifs ou autres. Donc je ne reviens pas là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très bien géré déjà en interne. Et sur les 2 autres qui sont, à mon avis, primordiales dans ce côté brain safety, côté transparence qu'apporte le programmatique et que nous, TF1, on souhaite aussi apporter parce qu'on n'a pas à rougir des contenus qu'on a. C'est la partie taxonomie des contenus, tu disais. C'est important de se mettre tous d'accord sur qu'est-ce que les acheteurs viennent chercher et qu'est-ce que finalement l'annonceur, sur quel univers l'annonceur diffuse. Donc dans un premier temps, on va se baser sur la taxonomie proposée par l'IAB, parce que tu parlais aussi de la possibilité de se mettre d'accord avec les acheteurs. Ça, on verra ça dans un second temps. Et la partie qui est aussi intéressante, c'est toute la partie métadonnées sur les CTV. Tu en parlais. Alors, sur la CTV, nous, on va avoir quand même une définition qui est propre à celle, encore une fois, de l'IAB. CTV, c'est pas que Smart TV. Nous, de la CTV, on en fait depuis des années avec ce qu'on appelait l'IPTV ou la set-top box, comme l'appellent nos amis anglais ou américains. Donc c'est un univers qu'on a programmatisé très vite, il y a plus de 4-5 ans je crois d'ailleurs, enfin j'étais même pas là donc c'était même avant, et donc toutes ces métadonnées qu'on va pouvoir donner dans l'univers CTV est hyper importante parce que très bien aujourd'hui on a TF1 mais on pourrait dire groupe TF1, données TMC et puis c'est quotidien et puis c'est l'émission d'avant-hier que sur lequel vous êtes en train de diffuser, donc c'est des choses qui sont importantes et sur lesquelles on se fixe. Merci Jean-Marc. Une dernière question. Je vais reprendre ce que tu disais sur l'expérience utilisateur et l'excellence et faire une petite aparté. Pour ceux qui étaient en 2011, il y avait le Festival of Media à Montreux et il y avait le CMO de Colgate qui s'appelle Nigel Iron et qui avait dit, on lui avait demandé, mais pour vous, c'est quoi le futur de la publicité, etc. Et c'était au début, on était en plein dans les réseaux sociaux, au début de l'ère du mobile, et il avait dit, pour moi, c'est la télévision. Et donc tout le monde était surpris parce que c'était un peu old school pour tout le monde. Il a dit exactement ce que tu as dit. Il a dit c'est parce que l'expérience utilisateur est optimum, parce qu'on est dans l'excellence, et c'est le device qui est intéressant. C'est pas forcément le fait que ça soit linéaire ou pas. Il sera connecté, vous verrez, ce sera le device de demain. Du coup, on a la convergence de deux mondes énorme, le digital et la TV. C'est quoi 2024 pour vous? Vous avez fait pas mal d'annonces récemment. Qui sont assez innovantes. Tu as raison. 2024, je reviendrai dessus sur la grosse nouveauté TF1+, qui va nous permettre d'avoir une application, alors qu'on a déjà un petit peu commencé à mettre en place depuis plus d'1 an, à travailler avec les différents OS, télé, Android ou autres, Apple, Amazon. Je veux froisser personne. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés. On va avoir une vraie application, en tout cas disponible sur Smart TV. C'est là où je reviens sur la définition de CTV. Sur Smart TV. Et bien évidemment, ça fait un peu plus d'1 an et demi. Ça fait presque 2 ans maintenant qu'on a programmatisé la télé linéaire
mais la partie adressable, donc la télé segmentée, comme aussi on l'appelle aussi en France. C'est un gros moteur, ça fonctionne très bien. On a beaucoup d'annonceurs qui commencent à venir, de plus en plus de mid-tail. Cette capacité de géolocalisation, bon bref, je ne reviens pas dessus parce que ce n'est pas le sujet de l'atelier, mais pour moi, c'est les deux grosses tendances. En tout cas, c'est ce sur quoi on converge, comme tu disais, et ce sur quoi on va mettre le poids du corps l'année prochaine. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons une question pour nos deux speakers, une question pour Augustin, une question pour Jean-Marc? Profitez-en, on a des speakers de très haut niveau ce matin. Une question? Non. Eh bien écoutez, merci. Ah, une question peut-être, au premier rang, non? Oui, ok, allez-y, rapidement présentez-vous. C'est une question compliquée. Bonjour, Jacques Cazin, Biznet. À quand la publicité interactive sur RTB 2.6, 7, je sais pas. Qu'est-ce que tu La entends publicité comme interactive, c'est-à-dire qu'on interactive. puisse interagir avec la publicité, voilà, depuis sa télécommande, depuis. Ça dépend. Est-ce qu'on va cliquer sur une publicité télé, par exemple? Ou est-ce qu'il faut cliquer? Ça pourrait être ça la question. En fait, le protocole, c'est juste un véhicule, hein, c'est juste un moyen d'avoir un langage commun. À partir du moment où le signal est envoyé dans le protocole, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Pour l'instant, il n'est pas identifié comme étant un signal. Mais bon, tu étais un expert de l'interactivité, donc c'est à toi de répondre.